Il était aux environs de 18h, 18h30 hier soir en Pennsylvanie lorsqu'en plein meeting, Donald Trump a reçu une balle à l'oreille. Un homme d'une vingtaine d'années a tiré à l'arme automatique sur l'ancien président en campagne. Il s'est aussitôt baissé sous son pupitre avant d'être emmené par les services de sécurité dans l'une de ses voitures. Plus combatif que jamais, le président en campagne s'est relevé le poing levé au moment de quitter la tribune. Un spectateur a été tué, 2 autres sont gravement blessés. On prend tout de suite la direction des États-Unis où se trouve Mathieu Mabin, notre correspondant France 24 à Washington. Mathieu, bonjour. Bonjour. Le dispositif de sécurité mis en place lors de ce meeting pose évidemment des questions. Est-ce qu'il y a aux États-Unis un débat autour de ce rôle du Secret Service ? Oui, pas besoin d'être un expert de la sécurité pour réaliser assez rapidement que ce qui s'est passé lors de ce meeting de Donald Trump en Pennsylvanie hier va se transformer entre autres en un vaste débat sur les failles, les erreurs, la légèreté du dispositif de sécurité qui devait protéger Donald Trump. Aux États-Unis, dès qu'un candidat à l'élection présidentielle est identifié, l'État fédéral met à sa disposition une équipe de protection rapprochée appartenant au Secret Service. Pour faire simple, le Secret Service, c'est la police spéciale du gouvernement des États-Unis. Ils n'ont en réalité qu'une fonction: protéger le président des États-Unis, les membres du gouvernement et leurs familles, ainsi que les emprises abritant tout ce beau monde et évidemment les emprises provisoires, c'est-à-dire les déplacements. Un candidat a donc droit à une protection rapprochée, mais également, bien sûr, les anciens présidents. Ici, à Washington, par exemple, la famille Obama est sous la protection du Secret Service. Et donc, on comprend très vite que Donald Trump, en tant qu'ancien président et candidat, a droit à ce double traitement. Or, il est techniquement indéfendable qu'une personnalité comme Donald Trump, sans même parler du caractère clivant de sa personnalité, il est incompréhensible que dans un événement comme un meeting politique aussi tendu, au moment où la tension politique dans ce pays atteint son paroxysme, il est indéfendable qu'un homme muni d'un fusil d'assaut ait pu se trouver à 120 mètres de Donald Trump. Alors, le Secret Service n'est pas le seul en charge de la sécurité d'un événement comme celui-là, puisqu'il lui est immédiatement subordonné les différentes polices en charge de la sécurité de la région où se déroule l'événement, c'est-à-dire en clair la police du comté, évidemment, la police de la ville, et s'il en existe, les équipes spéciales d'intervention de ces organisations, ce qui était le cas. Mais c'est également le Secret Service qui valide l'intégralité du dispositif global de sécurité en contrôlant le travail de ces dites polices. Or, là, il y a inévitablement un problème. D'ailleurs, hier soir, lorsque les chefs des polices ont pris la parole dans une conférence de presse, il n'y avait aucun représentant du service, du Secret Service. Ce sont des détails importants puisque le Secret Service dépend de la Maison-Blanche, c'est-à-dire de l'administration de Joe Biden, dont il est inutile de rappeler évidemment qu'il est le principal rival politique de Donald Trump. Aux États-Unis, il en faut beaucoup moins que ça pour déclencher tous les fantasmes, et pas seulement chez les complotistes. Mathieu, quel impact sur la politique américaine ? Alors, encore une fois, on est aux États-Unis, ce pays n'a pas tout à fait inventé la violence en politique, mais on peut au moins dire qu'il en est un digne représentant. Quand Ronald Reagan, 40e président des États-Unis, ce n'est pas tout à fait d'hier, s'est fait tirer dessus, 10% des présidents des États-Unis au cours de l'histoire du pays avaient été assassinés. 4 attentats réussis, de Abraham Lincoln à John Fitzgerald Kennedy, pour les noms qui nous sont parfaitement familiers. Si mes calculs sont bons, la tentative d'assassinat d'hier est la 19e tentative sur un président en exercice ou un ancien président. C'est énorme et sans équivalent, tout simplement, dans aucune démocratie du monde, à part peut-être si on remonte à l'Antiquité. Cela relance évidemment le débat sur la violence en politique, mais cela nous impose aussi de comprendre les effets de cette attaque sur la campagne présidentielle en cours. Nous resterons extrêmement prudents sur l'identité du tireur. Très peu de choses sont connues au moment où nous parlons, et même ce qui est connu pourrait nous conduire à des conclusions un peu hâtives. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'image de Donald Trump, que vous diffusez en boucle, comme toutes les chaînes d'information de la planète désormais, c'est Donald Trump debout sur cette tribune, le poing tendu vers le ciel et le visage ensanglanté, le tout sur fond de bannière étoilée. Donald Trump qui hurle à la foule « Fight !» battez-vous.
Cette image, assortie de la mort des supporters, du supporter au moins de Donald Trump, de manière un peu cynique, vaut tous les spots de campagne du monde. C'est une évidence. Pour couronner le tout, la convention républicaine débute dans quelques heures à Milwaukee. Cette grand-messe qui devait adouber Donald Trump promettait déjà d'être un vaste événement à sa gloire. Je peux vous assurer que quand le candidat républicain va se présenter devant ses militants avec un pansement sur la joue droite, sa popularité dans son propre camp aura déjà explosé tous les records. Merci Mathieu Mabin pour votre analyse. Vous étiez en direct de Washington. Merci beaucoup.